comportemental, pour avoir des images un peu parlantes, c'est par exemple, tu es dans un cab d'avocat ou dans une entreprise, tu as un tel ou un tel où tu vas souvent prendre un café, ou partager une pause clope pour ceux qui le font, ou tu vas déjeuner, etc. Bon, les gens qui commencent à rentrer dans la voie du burn-out, dans le tunnel du burn-out, si tu veux, ne vont même plus prendre un café, ne vont même plus échanger. En fait, ils vont s'isoler, ils vont être débordés par leur boulot, ils vont plus arriver à se concentrer, donc ils vont travailler encore plus. Donc si tu veux, tu as ce côté un peu d'isolement, qui est déjà un premier truc. C'est-à-dire que la personne avec qui tu discutais super facilement en échangeant, de dire je suis pas disponible, j'ai pas le temps. Déjà, c'est un premier truc, mais qui est constant. Il vient me voir en me disant voilà, je vais être licencié économiquement. On parle de son dossier, et avant qu'il ne reparte, sachant qu'il avait quand même pris un TGV pour venir me voir, je lui dis est-ce que vous avez d'autres choses à me préciser que vous voulez partager avec moi avant de repartir. Question ouverte, on t'apprend en médiation de poser des questions. Et en fait, les gens ne t'envoient jamais bouler quand tu leur poses des questions. Non mais contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ce monsieur me dit, oui, en fait je suis sorti d'un entretien d'évaluation où ma nouvelle manager m'a dit que j'étais inconsistant, c'était le terme américain. Le mec avait 15 ans d'expérience, qui était un excellent professionnel. Donc il me dit, voilà, j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi, il y avait une ligne droite, donc j'ai voulu me foutre en l'air. Mais je me suis dit, j'ai envie de dire au revoir à mes enfants, et la porte du médecin chez qui je vais était ouverte. Donc je lui ai dit, mais écoutez, votre dossier, je vais pas le présenter de la même manière en fait, parce que c'est pas juste un licenciement économique. Donc tu vois, l'art du questionnement est quelque chose qui est, dans le métier d'avocat, fondamental, parce que tu peux passer complètement à côté, si tu veux, des attentes de tes clients, et tu peux rater tes objectifs aussi, si tu poses pas les bonnes questions. Très content de t'avoir, Sophie. Alors, on a bossé ensemble parce qu'on a travaillé ton site internet. Je t'ai rencontré avec Valentin, que tu avais rencontré à un événement, avec qui tu as bossé pas mal dernièrement. Donc, on a découvert qui t'étais, ta practice, etc. Tu as un positionnement et une manière de voir, je trouve, le métier et de l'exercer qui est hyper intéressante. Et j'ai la chance de bosser avec quelqu'un de chez toi, de ta famille, tous les jours. Donc, ça me fait très plaisir de t'avoir. Et tu as plein de choses à partager à tes confrères, à tes consoeurs qui cherchent à développer, et notamment, je pense, à tes consoeurs et tes confrères en droit social, parce que c'est ta practice. Tu as un positionnement sur le burn-out qui est hyper intéressant. Tu as plein d'anecdotes sur le sujet, et l'idée, c'est que ce podcast, les personnes qui te découvrent, apprennent un petit peu comment ils peuvent s'inspirer ou comprendre un peu ta dynamique. J'ai aussi envie d'en faire un peu un podcast presque sociétal sur tout ce que toi tu as appris sur le burn-out. C'est un peu le mal du siècle, et je pense que aussi bien il y a eu des abus, aussi bien il y a eu des personnes qui n'ont pas été entendues parce qu'il y a eu des abus, et parce qu'aujourd'hui les gens ont du mal à savoir si c'est un burn-out, si c'est une excuse, etc. Ouais. Et donc il y a tout un sujet autour de ça qui est à la fois terrible, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans une souffrance et qui parfois ne sont pas entendus, et d'autres qui en profitent et profitent de ce système-là pour être en congé maladie. Donc c'est vraiment compliqué. Et donc pour ceux qui nous écoutent, vous allez découvrir Sophie Reichmann, qui est du coup avocate individuelle sur Paris, qui cartonne et qui va nous présenter déjà qui tu es. Et ensuite, on va enchaîner sur plein de sujets autour de ce que tu sais faire, de ce que tu proposes à tes clients aujourd'hui. Je te laisse commencer par te présenter, puis ensuite j'ai plein de questions. D'abord, un grand merci à toi, Louis, et pour la réalisation du site. Voilà. Donc ça, c'est Yann aux commandes là. C'est Yann aux commandes, effectivement. Moi, je suis ravie de cette rencontre, et je suis ravie effectivement de collaborer avec vous au travers notamment de la rencontre avec Valentin. C'était à l'occasion du prix de Jacob Abou, voilà, dont lui-même parle beaucoup. Donc c'est notre point commun, et qui est un point commun qui est très fort, parce que de par les engagements que portait Jacob Abou, dont Valentin parle régulièrement, et auquel j'adhère parfaitement. Donc c'est un peu un mode de pensée aussi, et surtout d'action. Voilà. Donc ça, je vous en remercie, et c'est une très belle rencontre, et c'est un beau partage. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc après, effectivement, comme tu le disais, le burn-out, effectivement, tout le monde en parle. Voilà, c'est un vrai sujet à la fois sociétal et qui est au cœur des préoccupations en fait des entreprises. Voilà, donc la santé mentale a été décrétée comme étant la grande cause nationale en 2025.
Voilà, donc avec beaucoup d'actions qui sont menées, avec des premiers soins, secours en santé mentale qui sont déployés partout, notamment au sein des entreprises. Bon, après, il y a le réel enjeu, à mon sens, c'est qu'effectivement, les gens comprennent ce qu'est le burn-out. Donc, et à partir du moment où on sait ce que c'est toujours pareil, quand on connaît un mal, c'est déjà une première réponse qu'on peut apporter. Donc la connaissance de ce phénomène-là et de tout ce que ça engendre permet effectivement d'anticiper tant que faire se peut. Ouais. Voilà, une c'est définition un peu juridique du burn-out Alors, le burn-out, ce qu'on avait coécrit dans un livre avec un psychiatre que j'ai coécrit avec le docteur Guillaume Font, qui est paru chez Lattès en 2020. En fait, ce que j'avais trouvé comme... j'avais eu l'idée comme ça un soir. En fait, non, j'avais dit que c'était un objet non défini juridiquement. C'est pas un ovni, c'est un objet non défini juridiquement. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une définition de l'OMS, mais il n'y a pas, en tout cas, c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, à la différence d'autres maladies qui sont des maladies professionnelles. Il y a des gros enjeux, il y a eu plein de débats effectivement politiques sur le fait que ce soit reconnu ou pas comme maladie professionnelle. En tout cas, ce qui est clair à l'heure actuelle, c'est que c'est bien reconnu comme étant en lien avec le travail, avec le monde professionnel. Bon, donc tu entends souvent dire des gens oui, je suis en burn-out parce que mes enfants, parce que ceci, c'est pas un vrai burn-out. Un burn-out, c'est lié à du professionnel. Voilà, déjà, c'est toujours important de recentrer les choses. Donc après, effectivement, juridiquement, c'est pas défini. Voilà, pour répondre à ta question. Ok, donc tu n'as pas de définition juridique. Non. Donc comment font un peu aujourd'hui les juges, les avocats pour accompagner sur ce volet-là ? Alors, les juges, c'est assez périlleux comme exercice. Il y a peu de décisions, il y a peu de décisions qui reconnaissent. Il y a des décisions qui reconnaissent effectivement le fait que éventuellement l'entreprise, entre guillemets, ait sa responsabilité dans le fait que telle personne ait subi un épuisement professionnel. Voilà. Mais s'il y a un faisceau de preuves aussi qui viennent l'étayer, bien évidemment. Donc ça, c'est côté juge aussi. Donc effectivement, il y a des décisions qui reconnaissent bien évidemment que telle personne qui a été en arrêt et pour un syndrome d'épuisement professionnel, c'est imputable à l'entreprise. Voilà. Mais la difficulté, en fait, pour rentrer un peu plus dans le sujet, la difficulté à laquelle tu es confronté quand tu accompagnes des gens qui sont en burn-out, c'est que d'abord, c'est pas systématiquement corrélé à du harcèlement. Donc déjà, il faut faire le distinguo. C'est pas parce qu'on fait un burn-out qu'on est forcément harcelé. Ça peut être le cas, mais pas systématiquement. Et puis, d'autre part, les gens qui partent et qui sont en burn-out, en fait, ils partent du jour au lendemain. Et ils n'ont pas du tout l'état d'esprit d'accumuler des preuves et de nourrir un dossier. Donc la difficulté, c'est ça. Et la preuve, entre guillemets, au sens basique du terme, ça va plus être sur les conséquences, effectivement, notamment sur la santé de la personne, et puis avec la démonstration éventuellement de dysfonctionnement au sein de l'entreprise. Voilà. Ok. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à te dire je vais me spécialiser sur ce sujet-là ? Comment tu as découvert un peu je sais plus que ça fait quand même pas mal. Ça fait combien d'années que tu es sur ce ça fait une bonne vingtaine d'années. Ouais. Donc, il y a 20 ans, on n'en parlait pas autant. Non, donc, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, là, il y a un vrai sujet et je vais me positionner là-dessus ? Alors, un petit peu des anecdotes qui sont véridiques. Donc, en fait, comment j'ai découvert ce sujet-là ? Par hasard, en fait, à l'occasion d'une rencontre avec un psychiatre à un dîner, j'ai des amis que j'interrogeais sur les serial killers, tu vois, voilà. J'aurais posé les mêmes questions. Voilà, pour connaître effectivement les sous-jacents psychiatriques, les profils psychiatriques des serial killers, etc. Et donc voilà, donc on a parlé de tout ça effectivement. On a parlé aussi de l'affaire Guy Georges à l'époque qui m'avait beaucoup marqué, puisque j'assistais dès que j'avais une audience effectivement à la cour d'appel de Paris à l'époque du procès Guy Georges, j'allais tout de suite voir les audiences qui se déroulaient en salle d'assises, et j'avais trouvé ça d'ailleurs absolument passionnant. Tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas,
parler de l'affaire. Ouais, donc l'affaire Guy Georges, c'était le tueur de l'Est parisien. Donc je ne vais pas me substituer à tous mes confrères pénalistes qui seront beaucoup plus compétents que moi. Mais donc effectivement, il y avait ce tueur de l'Est parisien qui s'est avéré être Guy Georges. Bon. Et c'était les débuts, entre guillemets, si j'ai bonne mémoire, de l'ADN. Enfin bon, bref. Et en fait, le mode d'agissement de Guy Georges, c'est que d'après mes souvenirs, c'est que tous les crimes qu'il commettait, il les commettait quand il avait une sortie, entre guillemets, ou une permission. Voilà. Okay. Et il avait des flashs, c'est-à-dire qu'il était à la terrasse d'un café, il voyait une jeune femme passer, il avait un flash, il la suivait, etc. Et notamment l'histoire qui m'avait beaucoup marqué, ainsi que toutes celles des victimes, c'est notamment une des jeunes filles qui habitait rue de Lambre, donc à Montparnasse. Pourquoi ça m'avait marqué ? Parce que moi j'étais dans le coin à la fac, et je passais tous les jours devant la rue de Lambre pour aller à la fac. Bon, bref. Et donc, en fait, le père de cette victime passe un soir rue de Lambre. Sa fille habitait dans un studio rue de Lambre, elle était étudiante. Et il passe au pied de l'immeuble et il voit de la lumière dans le studio. Et il se dit, bon, elle doit être à la maison, je ne vais pas l'embêter. Elle est peut-être avec un copain ou une copine, je ne vais pas l'embêter. Et en fait, il ne monte pas et pendant ce même temps-là, elle était en train de se faire agresser par Guy Georges. Donc, ça m'avait quand même beaucoup marqué. Le procès Guy Georges, les audiences auxquelles j'ai assisté, par curiosité intellectuelle, en fait, c'était super intéressant, et notamment 2 audiences très marquantes. Une où il y avait une tension qui était extrêmement forte et palpable, et notamment une des audiences où une des avocates de Guy Georges était en pleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une rupture totale dans la défense. La défense de Guy Georges à l'époque, c'était de dire qu'il n'avait rien commis, qu'il était innocent. Et la défense était devenue intenable, en fait. C'était pas crédible, c'était intenable. Bien sûr. Bon, donc énormément de tensions, évidemment les parties civiles, etc. Et notamment une de ses avocats, et donc son avocate qui était en pleurs, etc. Bref. Donc une tension incroyable, et le lendemain, l'audience se poursuit. Donc j'arrive à l'audience le lendemain, et là, j'ai trouvé ça incroyable. Donc Guy Georges s'était rasé, il était de blanc vêtu. Donc c'était comme une image biblique de présumée purification. Et là, en fait, il a avoué... Il s'est pris pour Jésus, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, en fait, il a avoué de mémoire les 7 meurtres qu'il avait commis. C'est-à-dire que la veille, il disait « c'est pas moi, je n'ai rien commis », etc. Et le lendemain, mais c'était une image très forte, tu vois, donc quasi biblique. Donc on parlait de tout ça avec ce psychiatre-là, par exemple. Et j'ai eu l'occasion aussi, ça nourrit aussi après l'approche qu'on a pour aider les gens qui sont en burn-out et pour comprendre. J'avais notamment beaucoup échangé avec ce psychiatre-là et d'autres après les attentats du Bataclan, et notamment sur le syndrome post-traumatique et sur la culpabilité qu'avaient les gens qui étaient rescapés de ne pas être morts à côté de ceux qui étaient morts, par exemple, au Bataclan. Voilà. Donc tous ces phénomènes-là. Donc, une connaissance, etc., tout ça, jusqu'au jour où ce psychiatre-là, en fait, m'appelle et me dit « Écoutez, est-ce que, maître, vous pouvez accompagner une de mes patientes qui est en burn-out, est-ce que vous pouvez l'aider juridiquement et faire quelque chose ?» Et donc, je lui dis « Écoutez, oui, je vais essayer de l'aider. » Donc, je reçois cette personne-là, effectivement, qui était journaliste, qui est venue avec son mari et qui n'arrivait pas à me parler, qui n'arrivait pas à verbaliser les choses ni quoi que ce soit. Donc, qui regardait pas dans les yeux, etc. et qui était en pleurs tout le temps. Donc, en fait, j'ai découvert l'accompagnement et les manières d'accompagner les gens en burn-out, notamment avec cette première personne, effectivement, et tout l'accompagnement que nous, en tant qu'avocats, on doit avoir vis-à-vis d'eux. Donc, il y a de la psychologie, c'est sûr, mais on ne se substitue pas au psychiatre ni à un psychologue, mais il y a une technique particulière, effectivement, pour accompagner ces gens-là dans la durée, dans les mots qu'on va utiliser, et voilà, donc c'est très particulier. Donc, voilà comment j'ai découvert l'accompagnement du burn-out. Et tu parles d'un psychiatre, tu m'as parlé aussi que tu étais en train d'écrire un nouveau bouquin sur le sujet, c'est le même ? Ça serait en cours, c'est en cours, effectivement, et c'est notamment toutes les interrogations qu'il peut y avoir autour de l'IA. Okay. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, chefs d'entreprise et dirigeants qui pensent que l'IA risque d'entraîner, j'ai pas la réponse, mais risque d'entraîner une vague de burn-out.
Voilà. D'où la question qui se pose. C'est un peu déconnant en termes de thèse. C'est possible. Hein. Donc c'est comment on accompagne effectivement les collaborateurs avec les transformations, le monde de l'IA, etc. Quel sens à ton métier si tu vois qu'une machine... Absolument. Voilà. Et comment est-ce qu'on accompagne aussi éventuellement le repositionnement de salariés ? C'est-à-dire sur d'autres fonctions, comment est-ce qu'on les forme, etc. Donc effectivement, c'est au regard, c'est sous le prisme de l'IA, est-ce que ça va engendrer une vague de burn-out ? Peut-être. Voilà, et c'est aussi autour des modes de gouvernance et de la communication qui doit être plus transparente, pensent certains, en termes de ruissellement, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises par exemple en COMEX, il faut qu'il y ait plus de transparence et plus d'informations à l'égard des salariés pour créer l'adhésion en fait, et surtout pour informer des salariés des orientations stratégiques qui sont prises. Donc il y a ces choses-là, comment est-ce qu'on réintroduit l'humain versus uniquement l'IA. Donc il y a beaucoup de questionnements en fait qui se posent au travers de l'IA, donc notamment sur le pan aussi santé mentale au sens large du terme. Et toi, comment tu arrives finalement, en tant que... Donc, tu accompagnes des salariés comme des employeurs à essayer de prévenir le volet burn-out, c'est-à-dire à protéger vos salariés et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce niveau-là. Tu as un dispositif qui s'appelle Référent Burn-out que tu es en train aussi de développer en parallèle, donc tu vas nous en dire 2 mots. C'est cette décision de défendre salarié comme employeur, est-ce qu'elle est devenue naturellement ? Est-ce que c'est un choix de ta part pour comprendre les 2 enjeux des 2 côtés ? Comment ça s'est matérialisé ? C'est assez... on a toujours tendance en social à dire t'es côté employeur ou t'es côté salarié. En fait, somme toute, c'est mettre les gens dans des cases qui ne me semblent pas tellement logiques et surtout tellement profitables pour les uns et pour les autres. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même toujours, après c'est l'expérience, c'est l'âge, etc. Il y a quand même une vision assez objective des situations, que tu sois côté salarié ou côté employeur. Et la vision objective et dans l'intérêt des deux, c'est souvent d'arriver à une solution qui soit amiable, ça j'en suis persuadée. Et donc, tu peux être tout à fait voir une décision qui est bien pour les 2 parties. Donc, selon moi, voilà. Et sur le burn-out, c'est un enjeu de toute manière qui concerne aussi bien les entreprises que les salariés. Donc, là aussi, c'est un intérêt commun. Et l'intérêt commun, pourquoi mon référent burn-out dont tu parles, c'est que le constat, il est très simple. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des gens en burn-out. Ça fait aussi 20 ans que je conseille des grands groupes, des entreprises ou des cadres dirigeants. Donc on peut aussi avoir une vision un peu, je ne sais pas si on dit holistique, si c'est le mot à la mode ou pas. Mais en tout cas, on peut avoir une vision globale de la problématique. Donc une fois que tu sais effectivement comment ça se passe et quelles sont les conséquences, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié de quelqu'un qui est en burn-out, tu te poses la question de savoir si tu peux agir en amont. C'est un petit peu ça qui est intéressant dans nos métiers, c'est trouver des solutions. Les avocats sont aussi des gens qui sont là pour trouver des solutions. Alors, à l'ère de l'IA, ça va être encore plus le cas, parce que notre valeur ajoutée, ça va pas être de faire des heures et des heures de recherche, ça va être d'avoir une vision stratégique, de conseil, d'aidant et de facilitateur, et de trouver des solutions surtout. Donc ça, c'est une évidence pour moi. Donc, la solution, c'est anticiper et prévenir. Et pourquoi c'est un enjeu qui marche, qui est au bénéfice des entreprises et des collaborateurs ? Parce que, tout simplement, c'est un enjeu de performance. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un collaborateur en burn-out, c'est un collaborateur qui va partir pendant longtemps, de nombreux mois. C'est pas une absence de 15 jours, c'est 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc pendant cette absence-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au sein des entreprises, au sein des équipes qui restent, tu as une surcharge de travail en général. Tu peux avoir un effet délétère, radio-moquette, entre guillemets, disant mais pourquoi il ou elle est absent, c'est bizarre, etc. Voilà, donc c'est pas bon pour l'équipe restante, charge de travail. La personne, en général, ça c'est ma conviction et c'est mon expertise, il est très rare qu'elle revienne, voilà, au sein de la structure dans laquelle elle a fait un burn-out. Donc ça veut dire que pour l'entreprise, il va falloir recruter éventuellement des nouveaux talents, les onboarder, qu'ils soient performants, etc. Tout ceci prend du temps. Donc c'est un vrai enjeu de performance et beaucoup d'entreprises l'ont très bien compris. Donc, c'est clair.
très clairement. Donc, il y a une performance. Et au-delà de ça, il y a l'image d'une entreprise aussi. C'est-à-dire que si l'enjeu à l'heure actuelle, c'est d'attirer des talents, des jeunes notamment, et de retenir tes talents. Donc, et comme on le disait récemment dans une conférence, les gens qui viennent au boulot laissent pas tous leurs sujets personnels au pied de l'entreprise quand ils arrivent. Donc forcément, c'est imbriqué. Donc tu peux pas avoir des collaborateurs en forme. À la différence vie pro et perso. Ben, moi, je constate que... alors, il y en a une obligatoirement en tant que chef d'entreprise, parce que tu dois permettre la déconnexion, etc., le respect, équilibre vie pro, vie perso. C'est clair. Maintenant, dans la vraie vie, en fait, tu t'aperçois que d'ailleurs, c'est de plus en plus dans le dialogue des entreprises, ils comprennent très bien que un salarié qui a une vie perso, qui à un moment donné est accidenté ou qui est sujette à des problèmes, sa performance forcément va être impactée. Parce que tu ne vas pas laisser tous tes problèmes en arrivant au seuil de ton entreprise, c'est impossible. Donc forcément, sans être intrusif, c'est juste une question d'humanité. C'est de t'intéresser un petit peu au fait que ton collaborateur, ta collaboratrice, c'est ce qui va bien en ce moment. Donc voilà. Et ça, on l'entend de plus en plus dans le discours des entreprises. Et tant mieux. Tant mieux. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a toutes les responsabilités dans tous les domaines. C'est pas ça la discussion. La discussion, c'est comment je prends réellement le bien-être de mon collaborateur en compte. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement des ateliers yoga, la table de baby-foot, c'est des actions concrètes. Donc, des actions concrètes avec des formations, des sensibilisations. Et il y a plein de sujets qui émergent, en fait, au sein des entreprises et dont elles s'emparent parce qu'elles ont très bien compris l'enjeu. Voilà. Ouais, c'est clair. Et c'est marrant, il y a une série, je ne sais plus, sur Prime, où les mecs vont au taf. Et en fait, ils mettent leur cerveau ailleurs. En gros, ils ont globalement, ils rentrent dans l'entreprise. Ouais, c'est Severance. Ouais. Et les mecs, du coup, ils savent pas c'est quoi leur vie. Oui. Et ils savent pas c'est quoi leur vie pro. C'est ça. Et finalement, ce qui engendre un enfer sans nom. Mais c'est une belle métaphore de se dire, est-ce que c'est possible finalement de diviser et moi, à mon sens, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué. En fait, ça prend beaucoup trop d'heures de toute manière dans la semaine pour se dire l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut le faire de manière saine. Absolument. Et c'est là où effectivement, il faut accompagner les boîtes pour que ça se passe très bien et qu'on soit dans la compréhension. Oui, tout à fait. En tant qu'entrepreneur par rapport à nos équipes et eux par rapport à nous sur le fait que, on a besoin de savoir... pas forcément ce qu'ils ont dans la tête, mais au moins leur situation personnelle pour les aider, en fait. Absolument. Et aider la boîte, et aider tout le monde. Absolument. Et en fait, plus on prévoit les choses, moi je leur dis tout le temps à mes équipes, mais je pense que ça pourrait être fait en cabinet. Moi, je suis content que vous partiez en vacances. Dites-moi juste le plus vite possible. Même si vous partez sur une nouvelle expérience, dites-le moi le plus vite possible. Je ne mettrai jamais personne à la porte, je ne mettrai jamais mon câble. Au contraire, je veux juste... Plus on a de l'avance, plus on a de la transparence, plus on peut s'organiser et plus ça se passera bien pour tout le monde et ce sera agréable. Bon, après, et plus on communique aussi, mieux ça se passe. Voilà. Exactement. Essayer toujours de dire avoir une porte ouverte, etc. Génial. Est-ce que tu trouves, du coup, pour parler un peu d'intelligence artificielle, qu'il y a eu une vraie balance, un gros changement depuis qu'il y a eu... depuis 2-3 ans là, une dynamique sur l'IA. Tu as vu une grosse différence, tu as un gros changement pour les boîtes, je sais pas, plus de clientèle salariée ou ce genre de choses? Pas encore, je pense que ça va être le cas potentiellement, si tant est qu'on puisse... Enfin, moi, j'ai pas la qualité d'être Madame Irma, malheureusement, ce qui m'arrangerait beaucoup. Mais et c'est beau de le dire, parce qu'il y en a plein qui se lancent dans des grandes... Mais non, donc je ne vais pas théoriser sur l'impact de l'IA auprès des structures, des sociétés, etc. Non, en revanche, finalement, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu parles à des vrais experts, voilà, c'est-à-dire des gens qui ont des hautes fonctions chez Google, dans des cabinets de strat, etc., en fait, ils te disent que on est quand même au balbutiement des effets de l'IA et ils comparent ça, donc ces personnes-là qui sont expertes en la matière, ce qui n'est pas mon cas, comparent ça un petit peu avec l'arrivée de l'Internet, si tu veux, où tout le monde disait mais tout va être révolutionné, etc. Et en fait, tous ces gens-là te disent, ces experts, te disent en fait, attendons de voir ce qui va en être, parce que c'est pas tout de suite. On le verra dans quelques années, comme ça a été le cas, il le compare à l'avènement de l'Internet. On verra dans quelques années ce que ça va donner effectivement
en conséquence. Ouais. Après, évidemment qu'il va y avoir des changements. Ça, c'est évident. Et en termes d'emploi, on le voit bien, Accenture qui prononce des licenciements, Amazon Finalement, aussi. Par rapport à leur Voilà. masse salariale, c'est Ouais. des annonces qui sont... C'est tout petit, même si c'est 2000 personnes, en réalité, je sais pas combien, une centaine de Ouais, milliers. ça a l'air c'est un faible pourcentage. Et c'est la même chose, ce qu'on C'est racontait dans la peut-être aussi la presse. conjoncture économique aussi. Peut-être. Hein. Et c'est la même chose pour Amazon aussi. Donc, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont revoir ou d'organisations qui vont revoir certains modes de fonctionnement. Mais l'enjeu aussi pour les entreprises, c'est aussi d'accompagner leurs collaborateurs dans le changement. Et c'est comment tu les formes. Par exemple, les gens qui passaient leur temps à rédiger, c'était leur cœur de métier. Effectivement, l'IA peut, si on voit les choses de manière très pessimiste, remplacer complètement leur job. Comme tu peux aussi concevoir, et c'est certainement l'objectif de grands groupes, que ces gens-là performent, mais dans des fonctions un petit peu différentes de celles qui étaient leur cœur de métier. Donc le sujet, c'est comment j'accompagne mes collaborateurs et comment je les forme à ces changements. C'est pas systématiquement de dire je vais virer tout le monde parce que j'ai plus besoin d'eux. Voilà. Donc il y aura des changements, certes, mais je te dis encore une fois, les gens qui sont réellement légitimes à en parler te disent qu'effectivement, faut quand même, on n'a pas de recul, hein, ça ne fait que 2 ans grosso modo, et qu'on n'a pas suffisamment de recul pour dire, pour mesurer les impacts que ça va avoir. Il y en aura certes. Maintenant, est-ce qu'ils vont être catastrophiques comme certains l'indiquent? On ne sait pas. Voilà. Est-ce que ça va être une manière différente de travailler? Certainement. Voilà. Et je passe du coq à l'âne. Côté salarié, comment tu arrives, parce que tu t'es positionné sur ce burn-out, donc tu as vécu des situations assez difficiles, j'imagine, en face de clients. Comment tu arrives à différencier l'avocat? J'ai l'impression que plein d'avocats en droit social côté salarié sur le burn-out deviennent des espèces de psy. Comment tu arrives toi à dissocier ça? J'ai l'impression que tu as réussi à bien garder ta posture d'avocate. Ouais. Comment tu arrives à Est-ce que tu as des méthodes ou est-ce que tout simplement c'est une question de posture ou alors c'est le fait que tu bosses beaucoup avec des psychologues? Comment tu arrives à séparer les deux? Disons, attendez, moi je suis pas vos psy, j'ai réglé le problème juridique et c'est chez le psy tout ce qui est... Alors déjà, moi je suis formée depuis pas mal de temps à la médiation, ce qui est un outil qui est... tous les avocats d'ailleurs devraient se former, il y en a de plus en plus qui s'y forment, enfin c'est un outil auquel tout le monde devrait être formé, parce que ça te permet de connaître par l'art du questionnement, pas malveillant, hein, on ne parle pas de manipulation, etc. Mais à partir du moment où tu poses des questions, déjà tu as fait une grande partie du job qui est le tien, c'est-à-dire de trouver une solution pour ton client et surtout de comprendre ce qu'il te dit. Une anecdote, moi j'ai par exemple, dans le cas d'un accompagnement d'un cadre dirigeant, quelques années, Monsieur Charmant vient me voir depuis la province, donc il fait 3 heures de TGV spécifiquement pour un rendez-vous. Bon, donc voilà, et il vient me voir en me disant voilà, je vais être licencié économiquement. Alors, je dis très bien, etc. Donc, part de son dossier, et avant qu'il ne reparte, sachant qu'il avait quand même pris un TGV pour venir me voir, je lui dis est-ce que vous avez d'autres choses à me préciser que vous voulez partager avec moi avant de repartir? Bon, question ouverte, hein. On t'apprend en médiation de poser des questions, et en fait les gens ne t'envoient jamais bouler quand tu leur poses des questions. Non mais contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai. Et ce monsieur me dit oui, en fait, je suis sortie d'un entretien d'évaluation où ma nouvelle manager m'a dit que j'étais inconsistant, c'était le terme américain. Donc, le mec avait 15 ans d'expérience, qui était un excellent professionnel. Donc, sa manager lui dit qu'il était inconsistant. Donc, il me dit voilà, j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi, il y avait une ligne droite. Hein. Donc, j'ai voulu me foutre en l'air. Hein. Mais je me suis dit, j'ai envie de dire au revoir à mes enfants, et la porte du médecin chez qui je vais était ouverte. Hein. Donc, je lui ai dit, mais écoutez, votre dossier, je ne vais pas le présenter de la même manière, en fait. Hein, parce que ce n'est pas juste un licenciement économique. Hein. Ouais. Donc, je vais raconter ce que vous me dites. Hein, parce que, d'abord, il faut que je le dise, je vais être votre porte-voix. Et vous, ça vous permettra de rebondir d'autant mieux que les choses auront été dites. Hein, voilà. Donc, tu vois, c'est le questionnement, effectivement. Donc, ça, t'aurais pu pas du tout le savoir, en fait. Mais si je ne lui avais pas posé la question... voilà, mais ça, je peux t'en donner des exemples. J'ai aussi une cliente que j'ai accompagnée pendant des années, qui, pendant 5 ans, et qui me dit le jour où elle vient pour signer un acte à mon bureau, je vais être triste de vous quitter, maître, j'aimais bien nos rendez-vous.
Je dis, mais très bien, mais j'ai été super heureuse de vous accompagner et super heureuse qu'on trouve une solution amiable. Et elle me dit, comme toi, tu étais en face de moi, elle me dit, le problème dans ma vie, c'est que je n'ai jamais su dire non au bon moment et oui au bon moment. Et je lui dis, c'est-à-dire? Elle me dit, bah, j'avais 17 ans, papa est entré dans ma chambre, je révisais le bac, il m'a violée, il n'a plus jamais recommencé. Voilà. Bon. Donc, tu vois, l'art du questionnement est quelque chose qui est, enfin, dans le métier d'avocat, fondamental, hein, parce que tu peux passer complètement à côté, si tu veux, des attentes de tes clients et tu peux rater tes objectifs aussi, si tu poses pas les bonnes questions. Donc c'est super important, voilà. Donc après sur la posture à avoir, bah, de toute manière c'est très simple, c'est donc les techniques de médiation, l'écoute, la reformulation, etc. T'as une série de questions ou non, c'est très naturel? Non, franchement c'est naturel et c'est à force de, voilà. Donc tu suis un peu le rythme aussi des gens et l'état dans lequel ils sont quand ils viennent te voir. Parfois c'est pas facile. Non, c'est pas facile, ils sont en pleurs, donc c'est très compliqué. Tu t'assures surtout qu'ils soient pris en charge d'un point de vue médical. Puisque nous, ce qu'on dit en tant qu'avocat est toujours un peu violent dans le sens... Tu bosses énormément avec des psys, des psychiatres, des médecins? Des psychiatres, des médecins et éventuellement des psychologues, mais les référents pour des gens qui sont dans un épisode marqué dépressif et de burn-out, c'est le médecin qui va intervenir. Voilà. Donc, et c'est le médecin qui décide si lui... Médecin du travail toujours ou... Non, c'est surtout les médecins traitants ou des médecins psychiatres que les gens vont voir en ville. Voilà. Et après, les gens peuvent aussi décider d'aller voir le médecin du travail, c'est autre chose. Mais de toute manière, celui qui prescrit un arrêt, c'est le médecin en ville, voilà, ou le médecin psychiatre. Donc c'est le fondamental, l'aspect fondamental pour ces gens-là, c'est d'être pris en charge par un médecin psychiatre ou un médecin. Et l'avocat, il est assez subsidiaire. C'est-à-dire que mon rôle est évidemment de les accompagner, de les aider au mieux, mais c'est surtout, la priorité, c'est qu'ils soient suivis par un médecin. Sûr. Parce que pour éviter des drames... Et des drames, tu peux en avoir, puisque tu as des gens qui ont des idéations suicidaires. Les médecins vont dire que ça fait partie du, entre guillemets, du parcours de soins, que d'être accompagné juridiquement, et que ça ira peut-être mieux, j'imagine, à partir du moment où déjà il enclenche un accompagnement. Oui, tout à fait. Mais bon, le principal, voilà, c'est quand même... j'attire vraiment je mets vraiment l'accent sur le fait que les gens soient accompagnés par un médecin dans des périodes qui sont super délicates pour eux. Donc après, la posture, elle te vient finalement au bout d'années de pratique assez naturellement. Tu sais qu'il y a un temps long dans l'accompagnement de ces gens-là, parce qu'ils ont d'abord une phase de déni, très souvent, c'est-à-dire qu'ils refusent de voir la situation qui est la leur et refusent de voir qu'ils sont en épuisement, alors qu'ils ont un nombre de symptômes médicaux complètement hallucinants, qui peuvent même aller jusqu'aux symptômes cardiaques, ça peut être dramatique. Donc, ils sont dans le déni. Et donc, en fait, tu dois les accompagner en tant qu'avocat pendant tout ce qu'on appelle la courbe du deuil. Donc, ils vont passer par des phases de colère, de tristesse, d'inquiétude, de culpabilité. Donc, l'avocat qui les accompagne, tu dois respecter ce temps-là. Donc voilà, mais ça, c'est à force d'habitude qu'effectivement, tu arrives à les guider, les accompagner et leur faire décider, parce que c'est eux qui décident, si oui ou non, ils veulent partir, définitivement. Et sur le volet amiable, est-ce que tu préconises, toi, de l'amiable? Parce qu'en fait, c'est l'enfer de partir sur une procédure parce que pour des histoires où la justice est trop lente, ou parce que finalement, en règle générale, ça se passe beaucoup mieux, ne serait-ce que en termes de négociation, en termes de charge mentale pour tout le monde. Est-ce que c'est plus par rapport à ton client, ou c'est plus parce qu'en fait c'est l'enfer? Pour tout le monde, ça va être un enfer de passer par le prud'homme. C'est de l'intérêt de tout le monde. Là, c'est pareil, c'est aussi ce qu'on appelle en médiation, c'est tu montes au balcon pour essayer de voir la solution idéale. Tu vois, tu trouves la meilleure solution. On appelle ça la Mésor ou la Batna en médiation. Bref, c'est quelle est la meilleure solution pour tout le monde. Ce qui est clair, c'est que quand tu as quelqu'un qui est en burn-out, l'amener au contentieux, c'est un risque que tu prends. D'abord, il y a un élan judiciaire, donc d'un point de vue honnêteté intellectuelle, un avocat ne va jamais dire à son client c'est sûr, je vais vous faire gagner temps, c'est évident, je veux dire, sauf à être extrêmement prévoyant et visionnaire, mais bon, c'est quand même très compliqué, surtout dans ces domaines-là. Donc tu ne peux pas garantir à ton client qu'il va gagner, et a fortiori
dans ces domaines de risques psychosociaux où il y a quand même, c'est des dossiers complexes. Bon. Et c'est pas la raison majeure, c'est que quelqu'un que tu emmènes au contentieux qui est en burn-out, qui est complètement dans une période de grande fragilité. La durée du contentieux, c'est une durée pendant laquelle il ne peut pas passer à autre chose, il ne peut pas se reconstruire. Donc c'est dramatique. Et ça veut dire que pendant un contentieux, tu vas recevoir des conclusions adverses, tu vas toi faire les conclusions, donc c'est le déballage de choses qui sont violentes. Bah, ton client, il n'a pas forcément la capacité de le dire, tu vois. Donc souvent, tu te dis, mais tu es obligé de l'accompagner en disant bon, ce que vous allez dire est violent, ce que dit la partie adverse est violente. Ça fait partie des règles du jeu, si je puis dire. Mais donc, en fait, c'est pourquoi je suis convaincue qu'il faut trouver des solutions amiables. C'est parce que ça permet à la personne, d'une part, que ce qu'elle a vécu soit dit, soit reconnu. Ces gens-là ne recherchent pas que de l'argent. Ils cherchent la reconnaissance de la situation vécue. Donc, une fois qu'ils savent que ce qu'ils ont vécu a été reconnu par leur employeur, même dans un mode amiable, déjà, ils peuvent se reconstruire. Voilà, ils n'ont pas l'impression de partir comme des voleurs. Ça, c'est hyper important pour la reconstruction. Et après, ça enclenche, si tu veux, un processus de reconstruction qui est déjà très long, mais c'est leur donner les meilleures chances de rebondir. Donc, un contentieux dans ce domaine-là, outre le fait que c'est très long et que tu as les aléas judiciaires comme dans n'importe quelle affaire, bah pour ces gens-là, c'est à mes yeux la pire des solutions. Voilà. Bon, après, tu n'as pas forcément le choix. Il faut être deux pour négocier. Donc, voilà. Mais c'est la meilleure solution à privilégier. Et tu vois, plutôt côté employeur, à l'inverse, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai, que lorsqu'on était effectivement dans le plein emploi et que tout le monde trouvait un taf facilement, il y avait un vrai engouement autour de tout ça parce qu'il fallait faire de la rétention. Et qu'aujourd'hui, on est en train d'un peu, enfin la tendance est un peu inversée. Les gens ont du mal à trouver du taf, donc le nombre de talents est plus, les talents entre guillemets sont plus simples à trouver. Et du coup, ce type de dispositif d'accompagnement paraissait un peu plus ringard. Bah là, on est dans la perf. En fait, de toute manière, si vous voulez vous barrer, vous barrez. De toute façon, je retrouve quelqu'un, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que, dans les faits, il y a quand même une grosse recherche de rétention encore dans les boîtes ? Et comment tu arrives à rendre un peu le truc sexy pour que les boîtes s'y mettent ? Parce qu'en réalité, avoir du turnover, ça reste une belle perte pour la boîte. Moi, tu vois... tu ressens pas ça ? Je ressens pas ça du tout. Je ressens au travers de tous les DRH de grands groupes que je rencontre, voilà, justement, un très fort enjeu sur la rétention des talents et sur l'attraction des talents. Mais très très fort. Donc c'est même un des sujets majeurs dans des grands groupes, à l'occasion de kick-off, etc. C'est on a un problème de turnover, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc tu vois, c'est justement c'est un enjeu qui me paraît être primordial pour les grandes entreprises et a fortiori pour les petites entreprises. Voilà, bon. Donc voilà, et après il y a une réelle volonté aussi de la part, en tout cas ils sont sûrs que l'enjeu de la santé mentale, par exemple, est un enjeu fondamental, aussi bien en termes de réputation que en termes de performance. C'est évident. Donc, ils s'en emparent et tu sens qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de mettre en place des dispositifs qui ne soient pas juste des chartes ou des affichages. Tu vois, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait en pratique pour accompagner, mais vraiment les collaborateurs. Donc, tu as plein d'outils digitaux qui sont mis en place pour mesurer la santé mentale, etc. C'est une espèce de quiz t'as des applis, effectivement. Le collaborateur peut se connecter, il les a. Il y a des partenariats qui sont créés entre des grands groupes et des groupes qui gèrent ces applications de bien-être, etc. Quelquefois de hotline, voilà, quelquefois de contact avec des psychologues. Donc, et j'ai envie de te dire que c'est très bien, parce que c'est aussi des indices de satisfaction des collaborateurs. Donc c'est utile et c'est très bien. Maintenant, moi, ce dont je suis persuadée pour pratiquer la matière depuis des années, je ne vais pas me substituer aux applications, évidemment, ce n'est pas le but. Mais en revanche, d'aller expliquer de manière humaine, moi avec ma casquette d'avocate, en leur disant, voilà, je vais vous expliquer, ça fait 20 ans que j'accompagne des gens,
Donc je sais comment ça se passe, je vais vous sensibiliser, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un burn-out. Et parce que plus vous serez sensibilisé, plus vous aurez la connaissance, mieux vous saurez anticiper les symptômes, etc. pour éviter d'entrer dans le tunnel du burn-out. Et donc voilà, et c'est là où tu vois que c'est un peu le MeToo quand tu parles de burn-out. À tous les gens, ils disent « Ah bah oui, mais moi, soit moi j'en ai fait un, soit je connais un tel qui en a fait un, soit ceci, soit cela, etc. » Donc plus tu sensibilises les gens, en fait, c'est quasiment de l'éducation. En fait, à ce que c'est. Et là, réellement, par de l'humain, en ayant des questions ouvertes, des échanges, etc., le temps que les gens assimilent les choses, c'est là où tu crées vraiment des comportements. Et donc, c'est en ayant des ambassadeurs, ce que j'appelle des ambassadeurs ou des référents burn-out dans les entreprises, là, tu vas enregistrer effectivement une amélioration. Et tu vas aussi avoir un effet de potentiellement risque de dégonfler les contentieux côté entreprise, pour manquement à leur obligation de prévention et de la santé mentale et physique des salariés. Donc, tu vois, c'est bénéfique pour tout le monde. Et est-ce que, puisqu'on va avoir beaucoup d'avocats qui nous écoutent, tu as déjà accompagné des CAB sur ces sujets? Parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup d'avocats qui lâchent la robe. Oui. Je crois que c'est entre 4 et 5 ans, ou je ne sais plus, peut-être 7 ans, grand max, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent sur 7 ans d'études, un sacré concours, et tout ça pour lâcher le truc au bout de 3 ans, c'est un peu dommage. Est-ce que tu accompagnes toi ces structures, et quels sont un peu, pour ceux qui écouteraient, tu vois, les symptômes où même eux ils se diraient ah ouais, attends, là je suis peut-être en train de, ce qui doit souvent arriver dans les cabinets très fréquemment visiblement. Donc est-ce que tu peux nous donner quels sont un peu les symptômes, les signes qui font que bon, les gars là il faut peut-être calmer le jeu, parler à quelqu'un, enfin. Alors, les symptômes, et que tout le monde devrait connaître, parce que je trouve ça hyper important, enfin bon, ça me paraît évident. Après, je pourrais te parler des conséquences, c'est intéressant aussi, parce que quand tu connais les conséquences et les symptômes, tu as une appréhension différente du sujet. Donc, les symptômes, enfin en tout cas, tu as des gens qui vont avoir des manifestations cognitives, émotionnelles, comportementales et physiques. Donc ça fait déjà quand même beaucoup. Comportemental, pour avoir des images un peu parlantes, c'est par exemple, tu es dans un cab d'avocat ou dans une entreprise, tu as un tel ou un tel où tu vas souvent prendre un café, ou partager une pause clope pour ceux qui le font, ou tu vas déjeuner, etc. Bon, les gens qui commencent à rentrer dans la voie du burn-out, dans le tunnel du burn-out, si tu veux, ne vont même plus prendre un café, ne vont même plus échanger. En fait, ils vont s'isoler. Ils vont être débordés par leur boulot, ils vont plus arriver à se concentrer, donc ils vont travailler encore plus. Donc si tu veux, tu as ce côté un peu d'isolement, qui est déjà un premier truc. C'est-à-dire que la personne avec qui tu discutais super facilement en échangeant, de dire « je suis pas disponible, j'ai pas le temps ». Déjà, c'est un premier truc, mais qui est constant. Ensuite, tu as des gens qui vont devenir irascibles. Ça, c'est aussi décrit. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des emportements, ou qui vont gueuler, etc., alors que ce n'était pas leur cas. Voilà, donc tout ça, c'est des manifestations comportementales qui sont, voilà. Point de vue cognitif, tu as tous les gens qui sont rentrés dans le burn-out, c'est absolument épouvantable, te disent qu'ils n'arrivent même plus à se concentrer. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester une journée devant leur ordinateur, mais incapables de taper, toucher le clavier, il n'y a rien qui se passe, il n'y a plus rien qui... C'est une incapacité totale, plus rien faire, plus réfléchir, à rien. Voilà. Tu as ce qui est beaucoup décrit aussi, c'est les addictions, voilà, qui explosent. Par exemple, de bouffe, drogue, bouffe, alcool. Donc ça, c'est des tableaux qui sont décrits par les psychiatres. Ça veut dire que tu rentres dans l'enfer en plus. Absolument. Donc t'as, après la phase, la lune de miel, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui commencent un nouveau job, engagement, hyper engagement, sur-engagement, lune de miel et tout, et après tu as la descente aux enfers en fait, et le jour où tout s'effondre. Et donc en amont, tu as eu plein de signes, donc cognitifs, etc. Donc perte de concentration, perte de mémoire, irritabilité, addiction, voilà. Ça, c'est vachement décrit aussi. Voilà. Et après, les symptômes physiques, c'est absolument édifiant. Parce qu'en fait, moi, tous les clients que j'accompagne, à partir du moment où ils ne sont plus dans le déni, parce que c'est très, très, très important qu'ils ne soient plus dans le déni, tu leur dis, voilà, mais est-ce que vous avez eu des signes médicaux avant ?
Ah bah oui, mais maintenant que vous me le demandez, ah bah oui, j'en ai eu. Je dis, bah, je sais pas, vous avez eu quoi, par exemple? Ah bah j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu 10 kilos, j'ai pris 15 kilos, j'ai eu des troubles gynéco, des troubles dermato, Quelle des maux horreur. de dos, des vomissements intempestifs, et ça va jusqu'au Peut-être pas poser de questions. syndrome cardiaque. Ouais. Donc si tu veux, c'est absolument épouvantable, hein. Voilà. Et donc ils ont tous eu ça. Tous, hein. Donc c'est déjà, si tu le Après, connais... j'imagine que des fois tu leur dis attention, vous pouvez l'avoir et ça peut durer un peu de temps et c'est un début et vous avez pris soin de vous et ça va. Mais Ça, c'est un médecin qui va leur dire, hein. Ouais, C'est ok. pas moi. Ouais, Je suis pas légitime, moi. Ah non, moi je suis pas légitime à dire prends un Doliprane, ça ira mieux. Mais c'est vrai que le C'est le problème, médecin. tu sais, quand on explique plein de symptômes, c'est comme quand tu es dans Doctolib Oui. et que tu vois plein de symptômes, tu te dis putain, il y en a un dans le lot, je l'ai un peu. Donc Oui. tu peux te dire. Mais c'est intéressant parce que finalement c'est une succession et du voilà. coup plus tôt tu arrives dans la dynamique, Oui. ça peut arriver d'être fatigué. Moi ça m'arrive effectivement en fin de journée, je suis dans mon ordi, je fais bon, je suis plus capable de rien, je rentre chez moi. Mais le problème c'est que j'imagine il y en a qui continuent, ils restent devant leur ordi et ils se disent vas-y, je peux tenir quoi. Je peux tenir, je m'accroche, mais si tu veux, et ce que les psychiatres décrivent aussi, parce que évidemment tu as des échelles pour mesurer les degrés de dépression, etc. Il y a un truc qui est important aussi à savoir, c'est quand tu n'arrives plus à récupérer d'une journée, etc. Donc la fatigue s'accumule et tu n'as pas de phase de récupération en fait. Ouais. Donc c'est ça en fait qui est. Donc c'est tout un ensemble de syndromes et de symptômes qui sont quand même. Alors c'est appelé des signaux faibles, hein, mais c'est sacrément des signaux forts. Bon. Et les conséquences, moi les conséquences que j'ai pu voir chez les gens que j'ai accompagnés, mais c'est épouvantable. C'est pour ça qu'il faut que en amont on puisse agir, parce que tu as des gens qui mettent 3 ans à se reconstruire, et tu as des gens qui ont d'une manière cognitive et intellectuelle qui mettent 3 ans à récupérer. Et tu as des secteurs d'activité où c'est beaucoup plus important. Tu vois, j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps sur Blizzard, qui est l'éditeur de jeux vidéo, et notamment sur Ubisoft où il parlait d'Ubisoft dedans, mais où ils n'avaient pas autant de problèmes que ça a pu l'être. Mais en gros, c'est des métiers un peu entre guillemets passion, parce qu'ils sont développeurs de jeux vidéo, c'est le rêve de gosse de plein de gens. Et en fait, ils se font tellement éclater de taf que en fait, ils deviennent complètement fous et des équipes entières ont tombé en burn-out. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça où tu as remarqué quand même que c'était souvent le cas? Moi, j'ai l'impression que souvent, quand on corrèle métier-passion, le luxe, les métiers de la mode, souvent, je trouve que j'ai l'impression que c'est vecteur à burn-out parce que tu as de la chance d'être là, mon gars, donc il va falloir que tu bosses. Je sais pas si c'est véridique ou... en tout cas, ce qui est évident, c'est que le burn-out, ça a été décrit la première fois par un médecin psychiatre, qui était aidant pour les sans-domicile fixe, et je me demande si c'était pas d'ailleurs l'époque du sida, enfin bon bref, donc c'était des métiers d'aidant, et c'est lui-même qui a décrit le syndrome du burn-out, parce que lui-même un jour, il n'a pas pu se lever de son lit pour aller soigner des gens. Voilà, c'est comme ça. Donc tu as effectivement beaucoup de burn-out dans des métiers ce qu'on appelle vocationnels. Donc les médecins, il y en a énormément. Voilà, tu as la lune de miel, mais ça c'est la lune de miel, c'est quand tu dis mais c'est fabuleux, tu te surinvestis en fait. Hein. Voilà, parce que tu es passionné. Voilà, tu es passionné. Donc de toute manière, les gens qui font des burn-out, c'est ce que je répète depuis des années, c'est pas des gens de profil léthargique, hein. C'est des gens qui sont extrêmement investis, qui sont hyper perfectionnistes. Donc c'est ce qu'on a appelé dans le bouquin les bons petits soldats, c'est-à-dire qu'ils sont là contre vents et marées et ils sont super investis et ils attendent beaucoup de la reconnaissance du travail bien fait. Donc c'est un profil particulier. Voilà. Donc après, les secteurs, c'est des métiers, oui, les métiers vocationnels, t'en as beaucoup. Les médecins, t'en as beaucoup chez les flics aussi, d'ailleurs, au demeurant, il faut en parler. T'en as même chez les prêtres, hein, tu vois, des burn-out. Voilà. Beaucoup de sportifs aussi de très haut niveau, là qu'on en parlait, Camille Lacour en a parlé, donc t'as plein de sportifs aussi. Et en plus, c'est encore, dans ce cas-là, encore plus triste, entre guillemets. Parce que quand tu te dis que c'était meilleur, c'est magnifique, c'est des gens fidèles en règle générale, à fait. Qui ont envie de se... Et donc c'est vraiment triste quoi, de se dire on a perdu un de nos meilleurs éléments, parce qu'on n'avait jamais été capable de lui dire bravo, calmos, repose-toi parce qu'on a besoin de toi. Enfin, c'est parmi les meilleurs éléments en général d'une entreprise ou d'un service, hein, parce que c'est des gens qui sont hyper investis et qui ne comptent pas la tâche, si tu veux, et l'ouvrage. Tu as plein de gens que je connais et finalement je me dis ah bah oui, c'est logique maintenant. Quand je me dis ça, je me dis putain, c'est le profil quoi. C'est les bons petits soldats. Voilà. C'est dingue. Donc des gens super investis. Hein. Ouais, trop bien. Mais tu vois, ça, je trouve que ne serait-ce que je suis avocat un peu dans la même dynamique que toi, ça me donne un peu aussi
peut-être des secteurs sur lesquels aller me positionner, tu vois. Parce que, en l'occurrence, je pense qu'effectivement, t'as beaucoup de métiers qui sont... Il pourrait y avoir un avocat dédié au burn-out pour les flics, tu vois. Tout à fait. Enfin, il y a tellement de cas que ça remplirait le pipe, à mon avis. Bon. Ok, trop intéressant. Comment toi, pour un peu terminer sur ça, comment toi, tu arrives à te défaire un peu de ça et de justement pas... Toi, quand tu disais aller soigner les gens, bah, entre guillemets, toi, tu vois ça tous les jours. Est-ce que ça t'a permis, toi, d'avoir une espèce d'équilibre et de le construire ou bon, tu bosses comme un fou quand même c'est quand tu accompagnes... Bon, déjà, nous, on a notre métier quand on est avocat, c'est quand même, quand tu résumes, c'est d'écouter les problèmes... que ce soit des entreprises, c'est d'écouter les problèmes et d'essayer de trouver des solutions. Donc nous, notre job, c'est d'être facilitateur et de trouver des solutions. Et après, évidemment, on sait aller dans l'arène, on sait combattre comme des gladiateurs, ça n'y a pas de problème, on l'a appris. Mais c'est intéressant aussi de trouver des solutions, donc d'imaginer les solutions. Donc, d'où la médiation, etc. Et après, comment tu absorbes forcément, ça c'est clair. Et après, ce qui te permet effectivement de ne pas te laisser submerger, en fait, c'est un peu d'avoir les techniques que les psychiatres d'ailleurs recommandent aux gens qui ont des burn-out, par exemple, c'est-à-dire de se reconnecter, de se recentrer sur des trucs de la vie courante essentielle, c'est-à-dire tu vas aller marcher. Il y a beaucoup de patients, par exemple, qui m'ont expliqué, de médecins et qui avaient des burn-out, qui m'ont expliqué, je sais pas, je refais de la terre cuite, je fais du jardinage, je me reconnecte en fait à des trucs, voilà. Et ça repasse par des activités pour tous manuelles. C'est très intéressant, soit le dessin, soit les trucs et tout. Donc, en fait, quand tu connais surtout... quand tu connais les mécanismes, tu sais avoir des moments où tu vas justement te déconnecter, tu vois. Donc voilà, faire du sport et surtout rire, en fait, c'est le meilleur remède pour... voilà. Et tu vois, je serais curieux, t'as beaucoup d'artisans qui tombent en burn-out, de personnes qui sont dans les métiers beaucoup plus manuels. Énormément. Alors, de manuel, ça, je ne sais pas. Oui, il doit y en avoir, parce que tu dois avoir des directeurs artistiques de grands groupes qui sont en burn-out, bien évidemment, ça c'est clair. Mais ça reste un métier de bureau, en l'occurrence. Pardon ? Ça reste un métier de bureau. Oui. Je pense à plutôt des... Non, mais si, tu peux avoir par exemple des directeurs artistiques qui n'ont plus d'inspiration, par exemple. Ce qui peut être dramatique pour eux, tu vois. Donc c'est bon... ou la page blanche de l'écrivain qui... voilà, donc en fait, tous les métiers, voilà, mais... Bon, et en revanche, il y a un truc qui est très important à l'heure actuelle, et ça, on en parle beaucoup, c'est les dirigeants d'entreprise qui eux-mêmes sont dans un état absolument très inquiétant de santé mentale. Et le problème auquel ils sont confrontés, c'est qu'ils ne peuvent pas en parler à leurs équipes. Mais non, parce ils ne peuvent pas en parler à leurs investisseurs. Voilà, absolument. Ils ne peuvent pas en parler publiquement parce que sinon... Voilà. Tout à fait. Ils font peur. Voilà. Moi, c'est con, mais je me dis, non, je peux pas investir là, il va nous craquer. Absolument. Il va craquer le gars. Tout à fait. Donc, et ça, on en parle de plus en plus. Voilà, c'est l'isolement des dirigeants par rapport. Là, moi, je viens de faire un devis pour des mutuelles. Oui. Et ça coûte une blinde. Parce que t'es dirigeant, etc. Enfin, bon, t'es pas aidé dans aucun des sens. Et on va te poser des questions sur ta santé mentale aussi. Bon, moi, ça va encore. Ça se passe bien. Non, mais c'est dans les questionnaires. D'ailleurs, c'est bien fait. J'ai vu ça, effectivement. Bon, en tout cas, c'est un paramètre à prendre en compte à l'heure actuelle. Trop bien. Bon, écoute, Sophie, est-ce que, dernière question pour finir, parce que je sais que beaucoup d'élèves avocats, etc. nous écoutent, est-ce que tu cherches des stagiaires ? Est-ce que tu cherches des collabs ? Parce que je suis certain que ça va inspirer du monde en se disant, putain, ça peut être pas mal. L'expérience. Bien sûr. On peut t'envoyer un CV ? Bien sûr. Sur ton mail, sur ton LinkedIn ? Oui, les deux, sur mon mail, LinkedIn, et puis mon site, qu'ils aillent voir le site magnifiquement réalisé par toi et Yann, donc avec plaisir. Non, mais franchement, c'était hyper intéressant. Sujet, je pense, majeur, et on l'a, je pense, bien vu de tous les sens et de tous les côtés, parce que c'est ça qui est cool aussi, le fait effectivement que tu fasses côté ça. En fait, j'aurais eu du mal avec... On avait fait un épisode, mais ça va, Guillaume n'avait pas du tout été dans cette dynamique-là, avec Guillaume Delors qui faisait avocat dédié qu'au côté salarié. Ça va, il a plus parlé de son développement, etc. Mais en l'occurrence, là, tu vois, ça se voit que ton point de vue global fait que t'es pas tapé sur les boîtes, t'es pas tapé sur les salariés non plus. Et en fait, ça donne quelque chose de très... pas neutre, mais au contraire
C'est équilibré. Équilibré, exactement. Mais même quand tu as un dossier, indépendamment des cas de burn-out, un dossier classique en social, si tu as une vision globale et tu sais comment fonctionne le monde de l'entreprise, dans les deux cas, il y a toujours une logique et une certaine part d'objectivité. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Je pense tu vois, j'en ai parlé cohérente, beaucoup, on parle beaucoup de positionnement, tu vois, chez nous. Et j'en ai dit à beaucoup d'avocats en droit social, choisir salarié ou employeur, c'est pas un positionnement pour moi. C'est effectivement un choix de marché, mais à mon sens, tu peux avoir un message qui est très clair, mais le positionnement, il peut être, tu vois, sur le volet burn-out, sur un préjudice type. Ça, je trouve que c'est plus pertinent. Et moi, j'aime bien le côté comprendre, tu vois, là, depuis qu'on bosse avec des experts comptables, des notaires, pas que des avocats, en fait, on comprend beaucoup plus de choses et on a d'autres cas d'études et ça nous a nourris. Donc, on a un positionnement qui s'est enrichi, entre guillemets, grâce donc, c'est bien, on connaît bien mieux les avocats, mais on connaît aussi d'autres choses qui marchent ailleurs et qu'on peut implémenter. Donc, voilà, du bon à apprendre partout. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, Louis.